ça fait quand même une quinzaine d'années au moins que je lis là-dessus et que je lis là-dessus, entre autres, beaucoup pour avoir rédigé ce site-là qui s'appelle Le cerveau à tous les niveaux. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent un peu, le site, ou pas trop? Non? OK. Ben, il est facile à trouver. Si vous tapez le mot cerveau dans Google, là, c'est le premier qui sort ou le deuxième après Wikipédia. Là. On est en compétition. Donc, je suis toujours assez content de dire ça. Donc, c'est un site sur les comportements humains et sa particularité, je vais passer 2-3 diapos juste pour vous le présenter rapidement parce que si vous voulez aller dessus après, il y a beaucoup d'informations sur le désir qui s'y trouve et sur les comportements en général, de toute façon. C'est un site de contenu, donc avec du texte, des images, mais il y a 2 petites boîtes de navigation en haut, là, ici. Une qui permet de sélectionner soi-même son niveau de difficulté. Donc, tout est expliqué au niveau débutant, intermédiaire et avancé, ce qui permet de pas trop avoir de jargon compliqué au niveau débutant. Puis si on comprend, ben, on peut gravir les échelons. Parce que quand on parle de quelque chose comme le cerveau, hein, c'est toujours un petit peu... il y a comme la complexité est un petit peu infinie, fait qu'on peut découper ça de différentes façons, du plus facile au plus dur. Et l'autre boîte de navigation qui est sur chaque page comme ça, que vous pouvez actionner vous-même, vous permet de sélectionner ce que j'appelle les niveaux de... Attends, je vais tasser ça, ça m'énerve. Les niveaux d'organisation. En fait, c'est qu'on ne va pas regarder seulement ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau des régions qui sont impliquées dans tel ou tel comportement. On va regarder aussi, on va descendre au niveau des neurones, puis au niveau des molécules, des neurotransmetteurs, puis on va regarder pour un comportement donné, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là aussi. Puis si vous cliquez sur psychologique ou sur social, bien, il y a de l'information là aussi sur qu'est-ce qui se passe au niveau subjectif, au niveau, je ne sais pas, introspectif ou psychologique, quand vous avez de la peine ou quand vous êtes en colère ou quand vous avez un souvenir. Bon. Donc, c'est un site comme ça qui se navigue à différents niveaux. Et bon, je commencerai tranquillement à rentrer dans le sujet en disant que la plupart de nos comportements, moi j'ai été bien accueilli ici, j'ai discuté avec Philippe et ses collègues, ça se passe au niveau psychologique. Hein. On se parle, on se comprend, les humains, ça fonctionne très bien comme ça. On n'a pas vraiment accès à toutes ces histoires de neurones puis de molécules. Et puis, dans nos comportements, ben, il faut admettre que cette histoire de désir-là, ça nous prend quand même une part importante de nos comportements. Ça nous prend la tête quand même assez souvent, que ce soit les désirs amoureux, on va en parler plus tard, ou les désirs au sens plus large. Hein. On désire beaucoup de choses, les humains, finalement. Hein. On désire du chocolat, des cadeaux, des beaux chars, puis des cafés. Et puis, on est souvent sur le mode désir, on veut des choses. Bon. Pourquoi on désire autant? Pourquoi on est fait de même, en fait? Donc, c'est un peu ça, des fois, c'est un peu à ce genre de questions-là que je suis appelé à répondre puis à donner des pistes d'un point de vue neurobiologique. Ça veut dire, on va regarder ces 3 niveaux-là. On va essayer de voir ces 3 niveaux-là qu'on questionne un peu moins souvent, puis essayer de voir comment les travaux, les recherches, les connaissances en neurosciences puis en sciences cognitives nous amène des petits indices, des petits trucs intéressants à savoir là-dessus qui augmentent notre compréhension de ces phénomènes-là, finalement. Donc, pourquoi on désire autant d'un point de vue neurobiologique? Je n'ai pas fait de plan comme détaillé de la conférence. Ce que je vous propose, en fait, c'est en fait la première demi-heure, on ne parlera pas vraiment du désir. On va parler des comportements, on va parler d'évolution, parce que je trouve toujours ça important de mettre la table comme il faut, pour rentrer dans un sujet particulier. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux quand on va se mettre à parler du désir. On va savoir un peu plus où on s'en va parce qu'on va avoir une base commune de compréhension. Donc, il y a une couple de questions que je vais poser, puis on va essayer d'y répondre avant d'arriver un peu au cœur de notre sujet. Quand je demande aux gens en général, qu'est-ce que vous aimeriez comprendre, explorer sur votre cerveau, j'ai souvent posé cette question-là, puis je m'amusais à répertorier des réponses puis à mettre la grosseur des caractères en fonction de la fréquence des réponses. Alors, ce qui ressort vraiment, c'est qu'on veut savoir comment ça fonctionne, ce qui est tout à fait légitime. Bon, la mémoire ou les parties, tout ça, mais on veut savoir comment ça marche, le cerveau. Bien, je trouve que c'est brûler une étape, en fait. Je pense qu'il est plus important de se demander en premier à quoi ça sert. À quoi ça sert un cerveau puis un système nerveux? Ça a l'air un peu trivial. On peut donner des réponses triviales, d'ailleurs, dans un premier temps, en disant le cerveau, ça sert à tout.
Hein? Ça sert à tout, tout ce qu'on fait, tous nos mouvements, tous nos comportements, toutes nos perceptions. Même quand on ne fait rien, quand on est dans la lune ou quand on dort, le cerveau est très, très actif tout le temps. Ce pas les mêmes régions qui travaillent, évidemment, mais il y a toujours d'activité cérébrale intense dans le cerveau. Le cerveau, c'est 2% du poids de notre corps, puis ça consomme pratiquement toujours 20% de l'énergie puis de l'oxygène qu'on consomme. Donc, c'est très énergivore, c'est très actif et ça sert à tout. Mais bon, on n'avance pas tellement en disant ça. Donc, on va regarder au niveau de son origine à notre cerveau. D'où on vient? D'où on vient, nous, les mammifères, les animaux, les êtres vivants, en fait. Et on va regarder ça à la lumière de l'évolution. J'aime bien cette phrase-là. Rien en biologie n'a de sens si ce n'est qu'à la lumière de l'évolution. Ça aide beaucoup à comprendre des objets compliqués avec une forme bizarre comme un cerveau, de voir la longue évolution qui a mené jusqu'à ça. On n'est pas né de la dernière pluie. Bon, là, je recule un peu loin, là, on ne restera pas là très longtemps, mais c'est pour rappeler qu'il y a 3,8 milliards d'années, 3,7, 3,8, il y a eu toutes sortes de petites molécules dans des mares d'eau chaude là, qui se sont mis à se combiner en molécules plus longues, hein, des sucres, des membranes, des protéines. Et à un moment donné, il y a eu des cellules primitives hein, qui ressemblent un peu à nos bactéries d'aujourd'hui. Et on a appelé ça les prokaryotes. Hein, c'est une cellule assez simple avec l'ADN un peu tout partout dans le cytoplasme. Puis beaucoup plus tard, il y a 1,5 milliard d'années, sont apparues les cellules eucaryotes. C'est des cellules plus compliquées, avec un noyau, avec des mitochondries, toutes sortes d'affaires à l'intérieur. Et à un moment donné, encore plus récemment, il y a 500 millions d'années, ces cellules eucaryotes-là ont commencé, en se divisant, à rester prises ensemble, puis à former des communautés, en fait, à former des organismes multicellulaires. Donc, les organismes commencent à ce moment-là à avoir plusieurs cellules. Ça forme des colonies comme ça. Et à ce moment-là, il arrive à une espèce de problème, c'est que quand tu es plusieurs comme ça, tu veux coordonner ton action. Hein? Si un bout de l'animal fait quelque chose, l'autre bout a avantage à savoir un peu c'est quoi pour poursuivre. Alors, il y a un phénomène très ancien qui consiste à que certaines cellules ont la capacité d'excréter des petites molécules. Et l'évolution a fait qu'à un moment donné, sur d'autres cellules, il y a des récepteurs qui sont fichés dans la membrane cellulaire qui reçoivent ces molécules-là, un peu comme une clé qui rentre dans une serrure, et ça dit quelque chose à la cellule. Ça informe l'autre cellule de ce que la première est en train de faire en excrétant ces molécules-là. Et donc, ça, quand les organismes multicellulaires ont grandi et puis sont devenus avec des systèmes sanguins pour alimenter tout l'organisme avec le sang, bien, ces petites molécules-là se sont mis à utiliser ces voies-là pour aller plus loin. Et ça, au fond, c'est l'origine des hormones. Hein, les hormones, c'est des molécules qui sont émises par des glandes qui vont avoir un effet à distance sur d'autres tissus. Eh bien, parce que je parle des hormones tout de suite, parce qu'évidemment, si on parle de désir, on va forcément en venir tantôt à parler des hormones, mais je voulais montrer un peu l'origine de ces hormones-là. Et donc là, on va faire un grand saut de plusieurs centaines de milliers d'années, même de millions d'années, et pour montrer que tout le vivant s'est complexifié à partir de là. À partir de là, les multicellulaires, avec la sélection naturelle, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, ou simplement la dérive génétique, il y a eu une diversité de formes d'animaux et de plantes. Et toutes ces formes vivantes-là doivent lutter contre quelque chose, doivent lutter contre le désordre. Ça a l'air bizarre à dire, là, mais il y a un deuxième principe de thermodynamique qui dit que tout tend vers le désordre, hein, l'énergie se tend vers des formes moins riches. Si vous prenez une cathédrale, vous revenez 400 ans plus tard, il y a bien des chances que ça soit une ruine. Si vous prenez une ruine puis vous revenez 400 ans plus tard, il y a peu de chances que ça ait formé une cathédrale. Vous comprenez le principe. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que il y a une très belle phrase d'Henri Laborie qui dit « La seule raison d'être d'un être vivant, c'est d'être ». C'est-à-dire de maintenir sa structure. On doit maintenir, un organisme vivant doit avant tout se maintenir de façon autonome, rester en vie, parce que l'environnement tend à le désorganiser. Les deux grands embranchements, les deux grands règnes du vivant, les animaux et les plantes, vont y parvenir de deux façons différentes. Les plantes, on le sait, ont cette molécule de chlorophylle qui leur permet, par la photosynthèse, d'utiliser directement les photons solaires, l'énergie du soleil, avec un peu de CO2, un peu d'eau, de sels minéraux. Ils vont comme ça utiliser l'énergie solaire pour construire leurs propres constituants. Ils n'ont pas besoin de bouger. Ils restent plantés au soleil, puis tout va bien. Les animaux
nous, on n'a pas cette molécule de chlorophylle-là, hein, on n'a pas le teint verdâtre. On est obligé de percevoir notre environnement puis d'aller dans l'environnement chercher nos ressources. On est obligé donc d'avoir une espèce de boucle sensorimotrice et c'est ça qui va être à l'origine de tous les systèmes nerveux des animaux. Cette nécessité d'aller chercher notre nourriture, nos partenaires pour se reproduire dans l'environnement, donc de percevoir cet environnement-là et d'agir dessus. C'est là que ça vient les systèmes nerveux et c'est là que ça vient notre cerveau. Ça, c'est une gentille bestiole qui s'appelle une aplysie. C'est un mollusque marin, à peu près la taille d'un poing. C'est un genre de gros escargot qui n'a pas de coquille. Puis j'ai eu le plaisir le plaisir, ça dépend. J'ai fait ma maîtrise là-dessus il y a longtemps et puis j'ai gardé une affection particulière pour cette bestiole. Mais cette bestiole est pratique pour expliquer des choses simples parce qu'elle a seulement 20 000 neurones. Ces neurones sont regroupés pas dans un cerveau, là, dans des petits tapons de neurones. On connaît toutes ces cellules-là, sont presque toutes cartographiées, on les connaît même par leur petit nom. Donc, c'est facile de voir les circuits nerveux dans une aplysie. Et ce qu'on remarque, c'est que déjà, on a des neurones sensoriels, hein, qui, par exemple, par de la peau, qui vont faire des connexions avec des neurones moteurs qui vont, quand on touche l'animal, faire se rétracter la partie qu'on a touchée. Et donc, c'est une espèce de réflexe de protection qui dénote déjà cette boucle sensorimotrice, la présence de cette boucle-là. Mais on remarque aussi d'autres neurones qui sont ni sensoriels ni moteurs, qu'on appelle, en termes généraux, des interneurones. Et ces interneurones-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à moduler le réflexe. Ils vont commencer à ajouter de la souplesse. Ils vont commencer à donner des capacités d'apprentissage à cette bestiole-là aussi. Et nous, le cerveau humain, c'est simplement pour rappeler, si on fait un grand saut, qu'on est encore construit sur le modèle sensorimoteur. Hein? On a encore les aires visuelles dans le cortex occipital, les aires auditives dans le cortex temporal, les aires somatosensorielles en bleu. On a un cortex moteur primaire en jaune. Mais tout le reste en gris, là, c'est ce qu'on appelle des aires du cortex associatives. C'est des aires associatives. Associatives parce qu'elles vont, c'est un terme très général, là, elles vont associer différentes modalités sensorielles, par exemple. Et donc, tout ça en gris, c'est les descendants des interneurones de l'aplysie. C'est des neurones qui connectent à d'autres neurones, qui ne connectent pas avec des sens ou avec des muscles. Et donc, voilà, donc on retrouve ça encore chez nous. On est construit sur ce modèle-là. Là, on pourrait en parler longtemps, mais là, on va tout de suite diverger on va se donner une petite base là, de neuroanatomie là, générale, là, juste pour rentrer tantôt dans les choses plus compliquées. Des neurones, c'est quoi? Bien, un neurone, c'est une cellule, hein? C'est une cellule spécialisée. Si on regarde une cellule ordinaire, bien, mettons une cellule de foie, là, une cellule classique, il y a des mitochondries, des ribosomes, un noyau. Bien, un neurone, ça a un corps cellulaire qui a tout ça. C'est vraiment une cellule. Mais elle a deux choses. Le neurone a deux choses, deux spécialisations, si vous voulez. Il y a des dendrites, des espèces de branches qui émanent du corps cellulaire, qui sont comme les cheveux, si vous voulez, qui vont surtout recevoir des messages. Et l'axone, qui est un long prolongement, souvent unique, qui va aller ailleurs porter le message à d'autres neurones. Donc, les neurones, ça sert à communiquer rapidement. Ça sert à s'informer rapidement de ce qui se passe dans l'environnement. Donc, ils communiquent avec deux mécanismes, en gros. Une conduction qu'on va appeler électrique, puis une transmission qu'on va appeler chimique. On va les rappeler rapidement, les deux. Donc, une conduction électrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on agrandit là, le début de l'axone ici, là, je suis loin de mon ordi, je ne vous ferai pas jouer l'animation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le milieu aqueux dans lequel baignent nos neurones, hein, il y a toutes sortes de petits ions chargés positivement ou négativement. Hein. Ça vient, par exemple, quand on prend du sel de table, là, du NaCl, il se dissocie dans l'eau en Na+, Cl-. Alors, le Na+, il est chargé positivement. Et dans nos cellules, il y a plus d'ions négatifs en général. Si on prend le potentiel de membrane, si on rentre une électrode dans un neurone, on constate qu'à l'intérieur, c'est à moins 60, moins 70 millivolts. Et ce qui va arriver, c'est qu'il y a des canaux, il y a des pores dans la membrane de notre neurone, et ces canaux-là vont s'ouvrir d'une façon coordonnée pour laisser rentrer à un moment donné les ions positifs et laisser sortir les ions négatifs. Et ça se fait très vite. Ça rentre et les ions, donc les ions positifs plutôt rentrent et ensuite ils sont ressortis très très vite aussi. De sorte que ça crée une genre d'inversion de polarité
qui va se transmettre de proche en proche. C'est un peu comme les dominos qui se font tomber les uns les autres. Et c'est ça un influx nerveux. Un influx nerveux, on le symbolise souvent comme un pic comme ça. C'est parce que on symbolise la différence de voltage. On passe de moins 60 à plus 30, puis on revient très vite. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ça a un effet de seuil. C'est-à-dire que quand le neurone est un petit peu excité, bon, ça ne fait pas de potentiel d'action, ça ne fait pas d'influx nerveux. Puis à un moment donné, au-delà d'un certain seuil, le potentiel d'action part et là, il se maintient constant sur toute la longueur de l'axone. C'est pour ça que c'est un très bon mécanisme pour ne pas perdre d'informations sur de longues distances. Mais on va voir, ce n'est pas un mécanisme qui est très souple. Ce n'est pas avec ça qu'on réussit à apprendre vraiment des nouvelles choses. Donc, si on regarde, mettons, 3 neurones qui ont des connexions entre eux, on peut enregistrer dans les neurones et puis on se rend compte qu'ils s'influencent. Il y a certains neurones qui excitent d'autres neurones, il y en a d'autres qui vont faire diminuer leur activité. Et des neurones, on en a beaucoup. On en a 85 milliards à peu près, les humains. Et chaque neurone peut faire 100 000, 2000, jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones. Ce qui donne une combinatoire absolument hallucinante qui fait que nos possibilités d'apprentissage sont vraiment très, très grandes et ça dure durant toute la vie adulte. On va en parler tantôt. Là, on va regarder maintenant qu'est-ce qui arrive au niveau des fameuses connexions entre les neurones, les fameuses synapses. Quand des neurones font des connexions, ils ne se touchent pas vraiment. Il y a une mince fente entre les deux qu'on appelle la fente synaptique. Et c'est ça qui va nécessiter des molécules chimiques. Pour que l'influx nerveux passe d'un neurone à un autre, ça prend des neurotransmetteurs. Et on l'a ici sur cet agrandissement-là. Quand l'influx nerveux arrive au bout, il y a des vésicules qui contiennent des molécules qu'on appelle les neurotransmetteurs qui sont éjectées et qui vont immédiatement traverser la petite fente et se fixer de l'autre côté sur des récepteurs qui sont un peu comme l'histoire des clés qui trouvent sa bonne serrure. Et quand la clé arrive dans la serrure, dans le récepteur, on le voit ici, ça va déformer la molécule et ça va faire un trou souvent au milieu. Et nos petits ions, Na+, puis K+, vont pouvoir Na+, rentrer et K+, ressortir tout de suite après pour régénérer dans l'autre neurone l'influx nerveux. Donc, c'est quelque chose qui se fait très, très vite, ça, la transmission chimique, mais qui va accorder beaucoup, qui va permettre beaucoup de souplesse, parce que les connexions vont pouvoir devenir plus ou moins efficaces, dépendamment qu'il va y avoir plus ou moins de neurotransmetteurs, plus ou moins de récepteurs. C'est là la souplesse de notre système nerveux qu'elle se trouve. Bon, ça, je pense qu'on va laisser faire. C'est une petite animation qui montrait simplement ce que je viens d'expliquer. Donc, les neurotransmetteurs en vert ici, c'est du glutamate, sont éjectés. Ils viennent se fixer ici. Et puis, quand ils se fixent, le sodium entre. On va garder ça simple comme ça pour l'instant. Ce que je voulais ici rappeler, c'est que nos cellules primitives là, qui excrètent une molécule, puis que l'autre plus loin, elle la capte, c'est aussi l'ancêtre de ça. Vous voyez comment la nature recycle. Les neurones ne font pas autre chose que les premières cellules, en fait, qui ont gardé cette caractéristique-là d'émettre des substances puis de les capter. Ça, c'était juste pour montrer comment ça peut être quand même assez compliqué, parce que quand on stimule une voie nerveuse à répétition, quand on étudie, par exemple, quand on s'entraîne, le fait de la stimuler souvent, cette voie-là, va mettre en jeu d'autres types de canaux. Il n'y a pas un seul type de canal, ça serait trop simple. Il y en a plein de sortes. Et il y en a un qui s'appelle NMDA, qui est assez bien connu. Lui, il fait rentrer du calcium, Ca2+, au lieu de Na+. Vous allez me dire, bon, qu'est-ce que ça change? Le calcium, quand ça rentre dans une cellule, ça a beaucoup d'effets autres que le sodium. Ça va, ça va aider des enzymes à faire leur travail. Des enzymes, c'est des protéines qui font des choses dans la cellule. Ils vont couper d'autres protéines, ils vont mettre ensemble des choses. Et dans ce cas-ci, par exemple, le Ca+ s'unit à une protéine qui s'appelle la calmoduline et va fixer des atomes de phosphore à l'intérieur des autres canaux. À l'intérieur, je veux dire, dans la partie intérieure du canot, parce que les canaux, vous voyez, souvent, ça traverse la membrane. Il y a une partie à l'extérieur, puis il y a une partie à l'intérieur. Alors, si tu viens fixer des petits atomes quelconques ici, comme de phosphore, ton canal, après, il va s'ouvrir plus facilement. Il va s'ouvrir plus longtemps ou plus facilement. Alors, c'est comme ça que quand on stimule une voie à répétition, on va solliciter différents types de canaux. Ça implique le calcium. Et par la suite, quand il arrive un petit influx nerveux tout seul, qui d'habitude ne cause pas grand-chose dans l'autre neurone,
parce qu'on a travaillé avant, parce qu'on a facilité cette voie-là, il va produire un potentiel d'action parce que la voie a été facilitée. Bon, là, on est pas mal dans le plus moléculaire qu'on peut être. On va commencer à remonter tranquillement. Donc, on va remonter, on va partir de la synapse, puis on va remonter dans les réseaux de neurones parce que qu'est-ce qui va se passer là? C'est que certaines voies nerveuses qui ont été facilitées, qui ont été renforcées, vont se mettre à travailler ensemble plus facilement. Et on va voir se former ce qu'on appelle des assemblées de neurones. Les assemblées de neurones, c'est comme des groupes de neurones qui ont été facilités, puis qui, quand il y en a un qui est actif, ça s'embrase un peu dans toute l'assemblée, puis tous les neurones de l'assemblée deviennent actifs. Et donc, s'entraîner, étudier, apprendre, c'est renforcer des connexions neuronales. Pour former des groupes de neurones qui deviennent justement, tu sais, la première fois que vous avez appris à aller à vélo ou à conduire un auto manuel ou des trucs comme ça, il faut vraiment se concentrer. Puis à un moment donné, oups, ça devient automatique. Hein? On intériorise tout ça et puis ça se fait facilement. Eh bien, comment? Ben, c'est ça, grâce à des processus moléculaires et synaptiques qu'on vient de décrire qui permettent aux neurones de se parler plus aisément. C'est la base de notre mémoire et en ce moment même, j'espère que quelques-unes de vos synapses sont en train de se modifier. En fait, pas j'espère, je suis sûr, même si vous ne m'écoutez pas, si vous checkez vos courriels ou des affaires de même, ils sont quand même en train de se modifier. Et donc, l'intelligence, ce n'est pas quelque chose qui est fixé d'avance, hein, c'est éminemment souple. C'est quelque chose qui se transforme. Et toute notre vie, toute la vie d'adulte, on continue à être capable d'apprendre. Il y a une très belle phrase que j'aime beaucoup, c'est « Apprendre, c'est accueillir le nouveau dans le déjà là » de Hélène Trocmé-Fabre. Parce que la mémoire est très associative aussi. Quand on apprend quelque chose de nouveau, on va mieux le retenir, par exemple, si on l'accroche après une connaissance qu'on a déjà, si on donne du sens à l'accrochant.